cheminement et c'est ce qui a nourri en fait la compréhension de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc en fait, moi j'ai été diplômé en kiné en 2002 et suite à ce diplôme, j'ai fait le choix en fait pendant 6 ans, j'ai voyagé à peu près entre 4 et 6 mois par an. Beaucoup en Inde, où j'ai été 8 fois, j'ai passé 1 an et demi, j'ai fait beaucoup de yoga, beaucoup de méditation. Et puis, après, j'ai entamé l'ostéopathie, en fait, nourri par ces rencontres et cet esprit-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2000, donc j'ai terminé en 2002, suite à mon premier voyage en Inde, qui était en fin 2003, en juin 2004, je suis rentré d'Inde, j'avais perdu beaucoup de poids et j'ai été hospitalisé 7 mois après mon retour pour un abcès amybien au foie et une septicémie. Et en fait, suite à cela, donc j'ai été hospitalisé au CHU à Rennes, traité par antibiothérapie, tout ça, tout ça. Et en fait, quelques mois après mon hospitalisation, en fait, il me restait une sensation un peu d'adhérence au niveau du foie, entre le foie et le diaphragme. Et ça me provoquait un inconfort, une petite pointe. Et donc, en fait, je travaillais à l'époque comme kiné en Normandie avec quelqu'un qui travaillait pas mal sur les émotions et qui me dit, tu sais, le foie en médecine chinoise, c'est la colère, tout ça, tout ça. Je dis, ben, franchement, moi, je ne me mets jamais en colère. Ça me, ouais, pourquoi pas, mais ça ne me parle pas comme ça. Et du coup, pour en avoir un peu le cœur net, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec Pierre Trécot. Et puis je me suis dit, bah, si derrière, s'il y a quelque chose de mécanique, il y a un plan de glissement entre le foie et le diaphragme, bah, on va libérer de la mécanique. Et puis si tellement il y a une émotion derrière, bah, voilà, je me laisse la possibilité de vivre ça. Et en fait, effectivement, derrière, il y avait une grosse émotion cachée que j'avais bien contenue depuis des années. Et donc, depuis 2004, eh ben, ça a été pour moi j'ai tiré un peu sur la corde et je n'ai jamais arrêté depuis 17 ans avec la question comment c'est possible en fait d'en arriver là. Comment c'est possible de se leurrer à ce point sur son fonctionnement pour en arriver à faire une pathologie pour laquelle, si j'avais été en Inde, potentiellement, j'aurais pu en mourir, et arriver à pouvoir développer une telle maladie. Et donc, du coup, ça a été tout un chemin de compréhension. Il y a eu ces enseignements en ostéopathie, et après, il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches nourries par ce qu'on appelle les psychothérapies corporelles. Donc, ce sont des formes de psychothérapie qui intègrent le ressenti corporel dans le cheminement. Donc, il y a tout un travail dans ces thérapies qui va être aussi bien verbal, mais que de ressenti et vraiment d'aller faire une introspection profonde des sensations corporelles et de l'intégrer dans le cheminement. Et après, avec l'aide de ces psychothérapies, en fait, corporelles, eux, ils ont tout un langage qui m'a permis de reconnaître certaines sensations que je pouvais ressentir dans mon expérience pratique. Et du coup, j'ai pu faire des corrélations entre ce qu'on expérimente en ostéopathie et puis les mots que eux peuvent mettre et qui sont plus sur un plan psycho-émotionnel. Ça m'a permis de reconnaître de plus en plus ce qui se passait chez mes patients et puis d'observer et d'arriver jusqu'à aujourd'hui à une certaine compréhension de l'enquistement somato-émotionnel et du lien entre un symptôme d'origine psychique ou émotionnelle. Donc, c'est un peu de ce cheminement donc, que je vais vous présenter. Hop. Donc, la première chose que je voudrais mettre en avant, c'est la notion de santé, pour moi qui est primordiale, que j'ai expérimenté, que j'ai appris à mieux connaître et comprendre grâce aux enseignements biodynamiques. Alors, plus que comprendre, ça a été surtout de réussir à en faire une expérience sensorielle, une expérience palpatoire. Et c'est pour moi, à travers cet enseignement de la biodynamique et une vision vitaliste du corps, un pilier du traitement et de ma relation au patient, à son symptôme. Et du coup, il y a quelques citations qui sont vraiment, que j'ai même mis dans mon cabinet, qui sont vraiment des plus inspirantes en tous les cas pour l'esprit de ma pratique. C'est celle de Steele qui dit « Trouver la santé devrait être l'objectif du docteur, n'importe qui peut trouver la maladie ».
et celle de Sutherland qui dit permettre à la fonction physiologique à l'intérieur de manifester sa puissance inhérente plutôt qu'une force aveugle venue de l'extérieur. Et en fait, cette notion de santé qu'on décrit en ostéopathie, il y a beaucoup de traditions qui la décrivent avec une sémantique différente. Ce que j'ai relevé, donc on peut retrouver selon les enseignements, on peut retrouver quelque chose qui va de l'ordre de l'intelligence corporelle, au centre de l'être, c'est un terme qui a été utilisé par Durkheim, qui enseignait une forme de méditation zen. Il y a l'essence de l'homme chez Spinoza, il y a l'être essentiel pour Gurdjieff. En fait, il y a plein de traditions comme ça qui vont parler de cette notion d'intelligence intérieure, mais selon les traditions, en fait, elles vont avoir une vision qui va être plus sur un plan spirituel, plus sur un plan psycho-émotionnel, plus sur un plan de la physiologie et de la mécanique, comme on peut l'avoir en ostéopathie. Mais en fait, je pense qu'il y a vraiment une union entre ces différents plans et un concept commun qui va être expliqué de façon différente entre les différentes traditions. Et quand on commence à unifier ces traditions, bah, du coup, dans ma compréhension, moi, ça a nourri une intégration de différents plans chez mon patient et du coup, une ouverture, une disponibilité à me laisser recevoir certaines informations qui appartiennent à d'autres plans que ceux que l'école d'ostéopathie, donc j'avais fait le CSO pendant 4 ans et Eurostéo la dernière année, ceux que ces écoles m'ont apporté et que je trouvais parfois un peu dévitalisé en tous les cas, ou qu'on ne prenait parfois pas assez en compte ce côté unique de l'être dans sa corporalité. J'avais noté aussi que Rollin Baker, par exemple, il parle du médecin intérieur ou du partenaire silencieux. Donc, c'est encore une autre fois une notion qui pointe dans une direction commune. Et en fait, l'enseignement de la biodynamique m'a aidé à reconnaître et à ressentir cette sensation de santé dans le corps du patient. Et il y a... Et du coup, moi, pour replacer la santé vraiment au centre de l'attention, ça fait vraiment partie de mon cheminement ostéopathique et du coup d'arriver à reconnaître de plus en plus finement et plus profondément comment peut s'exprimer cette santé. Donc, la santé et le corps, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, même dans d'autres traditions que l'ostéopathie, on retrouve l'expression de perception liée à l'expression de cette santé dans le corps. Et il y a notamment Alexander Lowen, qui est un psychanalyste de la lignée. Donc, il y a eu dans la lignée de ces thérapies psychocorporelles, dans la continuité en fait de Freud, il y a eu ensuite Reich, qui s'est beaucoup intéressé au mouvement de l'énergie vitale qu'il appelait lui orgone dans le corps et à la structuration du caractère en fonction de la circulation de cette énergie. Et Lowen était un de ses élèves, donc il y a eu une continuité comme ça qui s'est faite progressivement. Et il dit quelque chose, les mouvements d'expansion et de contraction dans le corps sont les signes visibles de la force de vie d'un organisme. Donc il y a une corrélation qui me paraît évidente avec ce qu'on perçoit nous en tant qu'expression de la respiration primaire. Et je trouve ça très intéressant de voir que dans des thérapies qui sont psychocorporelles, qui s'intéressent au psychisme et aux émotions, on peut retrouver des notions qui se rapprochent de ce qu'on retrouve nous en ostéopathie. Et chez eux, en fait, ils vont mettre dans cette notion d'expansion et de contraction des caractéristiques qui sont liées à leur pratique. Et notamment, ils partent du principe que l'expansion, elle est liée au ressenti, à la capacité à ressentir du plaisir, de la liberté, de la spontanéité. Il y a toutes des qualités d'être comme ça qui vont être attribuées à cette capacité de l'être à exprimer l'expansion. Dans la contraction, il y a plutôt la protection, le renfermement sur soi. Donc avec tout son côté sain et tout son côté adaptatif aussi, de schémas qui peuvent rester
verrouillé dans une contraction, notamment une compression, par adaptation à un événement de vie. Et c'est ça que j'observe et que je vais montrer progressivement dans cette présentation. Et en fait, il y a toute une notion qui se joue entre la compression et l'espace. Et la compression, elle est particulièrement délétère, ou elle est particulièrement... le corps la vit mal, la gère mal, et c'est souvent à cette origine que... c'est souvent cette expression qu'on trouve une dysfonction. Dans une dysfonction, il y a souvent un phénomène compressif. Mais cette compression, en fait, elle est aussi délétère sur les autres plans d'être. C'est-à-dire que si on réfléchit donc, à ce niveau physique, ça on le connaît tous dans nos pratiques, mais à un niveau psychique ou à un niveau émotionnel, un niveau mental, la compression, ça peut donner vraiment des idées qui sont étroites, un manque d'ouverture d'esprit. À un niveau émotionnel, ça peut donner vraiment le sentiment d'être enfermé et d'avoir une sensation d'étroitesse, mais qui opprime, et une difficulté à tolérer ces sensations. Donc, à tous ces niveaux-là, en fait, on peut observer que la compression, elle va avoir un impact sur le fonctionnement du plan qu'on va regarder. Et c'est surtout qu'en fait, la compression, elle va aussi nous couper dans la relation à nous-mêmes et dans la relation à notre environnement. Et du coup, dans l'équilibre et l'harmonie du fonctionnement de l'être dans sa profondeur, on est des êtres qui sont relationnels, et on a besoin de ce contact depuis notre plus jeune enfance avec le monde extérieur, et cette coupure que peut être la protection d'une expérience va créer un équilibre dans l'être qui va s'écarter de la santé, qui va s'écarter du potentiel originel d'équilibre et d'harmonie de fonctionnement. Et en plus de cette notion d'espace, il y a une notion de puissance. C'est-à-dire que cette vitalité, elle peut être comprimée dans son espace, mais elle peut aussi être perdre en puissance d'expression. Et c'est toute la notion qu'on retrouve en biodynamique, notamment avec l'allumage et la force de cette potentie, la force de la vitalité intérieure qui va participer à la régulation et à la capacité du corps à s'autoréguler, à l'homéostasie, et à la capacité du corps à exprimer l'homéostasie et à retrouver un état d'équilibre après une agression. Donc ça, c'est les deux. Il y a cette notion d'espace et une notion de puissance dans cette vitalité à l'intérieur du corps. Et du coup, en faisant la recherche de qu'est-ce que c'est la santé, dans les différentes traditions, en fait, j'ai pu commencer à lister. Je pense qu'il y a d'autres choses qui sont observables, mais j'ai pu commencer à lister, en fait, qu'est-ce que c'est être en bonne santé? Comment ça se manifeste d'être en bonne santé? Et en fait, ce que j'ai observé et ce que j'ai retenu dans mes lectures et mes expériences, c'est différents points. La bonne santé, en fait, elle va s'exprimer par la capacité à se sentir vivant, à se sentir fort et créatif, à ressentir de la joie, de l'amour et de l'émerveillement pour le monde qui nous entoure, à ressentir une sécurité intérieure, à se mettre en mouvement librement et à manifester son élan intérieur, son besoin qu'on ressent vraiment dans sa profondeur, à s'autoréguler, à retrouver un équilibre après un stress physique ou psycho-émotionnel, à explorer un large spectre de sensations, sans la place de se mettre en mouvement, donc ressentir son monde intérieur et autoriser l'information de se mouvoir en nous, créer un mouvement de contact et d'union avec le monde extérieur, et rester fluide dans son comportement en s'adaptant au mieux aux circonstances de la vie dans le respect de sa nature intérieure. Donc, je pense qu'il est possible de lister d'autres caractéristiques, mais c'est voilà, pour faire ce lien entre la santé telle qu'on nous la propose en ostéopathie et une santé de l'être qui va
intéresser la relation à soi et la relation à son environnement. Donc le prochain point, en fait, ce dont je voulais parler, c'est de la relation corps-esprit. En fait, c'est une notion pour moi qui est un peu biaisée parce que c'est une vision en fait qui va être dualiste. C'est-à-dire que dans notre monde occidental, on a construit une compréhension du monde qui va diviser les choses et notamment dans cette relation du corps, des émotions, du psychisme, en plaçant principalement la dominance sous la responsabilité ou sous la dominance par le cerveau, par le mental ou le cerveau, l'un et l'autre. Et à Emily Conrad, qui était une danseuse et qui a créé une forme de thérapie par le mouvement qui s'appelait le Continuum Movement. Et en fait, c'était une pratique corporelle qui permettait de retrouver une fluidité intérieure proche de celle auquel on a eu le droit quand on était tout petit. Donc, par des mouvements très doux, par des sons et des respirations, elle permettait progressivement de retrouver une fluidité intérieure. Et elle disait quelque chose, elle disait il faut passer de la vision du corps que l'on a à la perception du corps que l'on est. Et du coup, ça va dans le sens de cette relation corps-esprit où il y a cette vision corps-esprit quand on observe les choses de l'extérieur. Mais quand on retrouve une capacité d'observation depuis l'intérieur, eh ben, il y a une unité qui se crée et qui correspond plus, selon moi, à la réalité. Alexander Lowen, là, dont je parlais tout à l'heure, lui dit la spiritualité du corps est la sensation d'être relié à l'univers. Donc il y a vraiment cette notion d'unité qu'on retrouve notamment dans pas mal de traditions spirituelles, notamment dans le yoga, qui est un terme qui peut être traduit par union. Donc il y a vraiment dans d'autres traditions, on retrouve cette notion d'union. Et moi, la façon dont je considère de plus en plus les choses, c'est plutôt de voir les choses depuis le tout, c'est-à-dire depuis l'aspect de la conscience, cette conscience qui manifeste à travers les structures du corps, à travers les organes, va se manifester au monde, plutôt que la somme de parties dirigées, qui seraient reliées pour fonctionner au monde. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais dans ma perception et dans ma compréhension, cette conscience serait en arrière-plan et se manifesterait au monde à travers la possibilité, la plus grande possibilité, la plus ou moins grande possibilité de rentrer en relation avec les différentes structures. Et donc, du coup, on peut avoir une capacité à se manifester au monde avec, par exemple, une conscience de son pied, une conscience de son genou, une conscience de son cœur, une conscience de son poumon et des différentes composantes et des différentes fonctions que ces structures ou ces organes peuvent avoir. La conscience va se manifester au monde à travers la matière et à travers les différentes structures qui composent notre corps. Et partant de ce principe de la conscience, pour moi, on retrouve l'unité, c'est-à-dire qu'il y a le un qui après va trouver manifestation dans le monde à travers et va se diviser à travers les différentes structures, plutôt qu'une vision des différentes structures qui seraient interreliées entre elles, mais qui créerait une vision divisée d'une réalité globale. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut revenir. J'essaie d'être le plus clair, mais c'est pas forcément évident à poser en mots. J'essaie en tous les cas d'être le plus clair possible.
Et du coup, dans tout ça, une des choses qui me paraît primordiale, c'est la notion de ressenti corporel. On est une société où, notamment par exemple dans le modèle éducatif scolaire, une grande partie de l'attention en fait est mise sur l'acquisition de connaissances extérieures, qui vont nourrir une certaine compréhension du monde. Et en fait, ça donne une primauté vraiment de nourrir ce mental, nourrir une compréhension intellectuelle qui est nécessaire. Mais si on va trop selon moi, hein, si on va trop dans cette direction-là, en fait, on crée un déséquilibre dans l'être avec une tête qui serait dominante, un corps qui suit derrière, et on se coupe progressivement d'une certaine intelligence à travers le ressenti du corps, qui peut nous informer en temps réel de notre état d'être intérieur, de notre paysage intérieur, pour interagir avec le monde de façon la plus adaptée possible dans le temps présent. Et donc, du coup, il y a eu pas mal de... Je me suis beaucoup intéressé au ressenti corporel à travers des expériences intérieures, à travers des méditations, à travers des thérapies différentes, à travers pas mal de stages. Et en fait, ce qui est montré, c'est que il y a une relation directe entre la capacité à se ressentir et la capacité à vivre de façon saine ses émotions. Plus on va être en relation avec son monde intérieur, plus on va être à l'écoute de ses besoins et on va pouvoir ressentir ses émotions, trouver un chemin d'expression au monde de ses émotions qui sont verbales ou dans l'expression émotionnelle pour permettre une régulation et une relation à l'environnement adaptée entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. S'il y a une difficulté d'accès au ressenti corporel, la perception des émotions va être plus compliquée. Et du coup, la régulation que peut amener les émotions va s'en trouver restreinte. Et du coup, l'information ou la mise en mouvement que l'émotion génère en nous ne va pas pouvoir se faire vraiment jusqu'au bout. Et du coup, on va enquister progressivement les choses. Donc l'accès à ce ressenti corporel, il est vraiment très important. Alors je vais vous lire, il y a quelques définitions sur le ressenti corporel. Dans la littérature, le terme qui est utilisé, c'est interoception. Et ils disent l'interoception est la perception des sensations de l'intérieur du corps et inclut les perceptions des sensations physiques en relation avec les fonctions des organes internes, comme les battements cardiaques, la respiration, la sensation de satiété, ainsi que l'activité du système nerveux autonome et sa relation aux émotions. La plupart de ces perceptions restent inconscientes. Ce qui devient conscient implique la reconnaissance et le traitement. Et du coup, il y a dans un enseignement quelque chose qui m'avait beaucoup parlé, c'est un enseignement d'Ouspensky, qui parle du rappel de soi. C'est comment régulièrement revenir à soi, parce qu'il est très, très facile de se perdre dans le monde extérieur, de revenir à soi pour se laisser sentir à l'intérieur comment c'est dans cet instant. Et ça, c'est le développement d'une certaine capacité au ressenti corporel qui va permettre de développer une attention à comment je vis ce moment présent, comment je me sens à l'intérieur dans les circonstances que je suis en train de vivre. Et en fait, il peut être développé par l'entraînement, donc il y a la méditation, les pratiques corporelles en conscience, donc le yoga, le tai chi, le qigong, la danse, ou n'importe quelle pratique, la course à pied si elle est faite en conscience. En tous les cas, on peut vraiment développer ce ressenti par une attention et du coup affiner progressivement ce ressenti. Et là où c'est intéressant, c'est que ce ressenti, en fait, plus le praticien va lui aussi être dedans. J'ai une enseignante qui disait le ressenti corporel, c'est la grammaire de l'intuition. En fait, plus on va être capable de revenir en contact avec ce ressenti,
plus après aussi dans la relation thérapeutique, on va pouvoir utiliser ce ressenti pour, en plus des autres tests objectifs, mais on va pouvoir nourrir la séance de parfois de choses qui sont plus fines dans la perception et qui peuvent être nourries par voilà, ce ressenti corporel, quelque chose qui vient résonner dans l'échange et la relation singulière qui est en train de se jouer avec la personne qui nous consulte. Donc, plus l'intuition ou la capacité à percevoir finement les choses va pouvoir se développer. Et l'autre facette, c'est chez le patient. Moi, ce que j'ai observé, c'est que plus le patient va être capable de ressentir à l'intérieur de lui ce qui se joue durant de la séance, particulièrement quand on vient chercher des choses qui sont subtiles, plus il va être en mesure de suivre le traitement et plus il va être en mesure d'intégrer les changements ou les informations qui s'affichent dans l'instant. Et plus ces personnes vont être informées de ce qui se joue en eux, plus ils vont pouvoir reprendre la main sur leur cheminement intérieur. S'ils n'ont pas cette perception, ça va être un peu le thérapeute dominant qui fait un acte thérapeutique aussi doux soit-il ou aussi non invasif possible, mais il va prendre connaissance, ce praticien va prendre connaissance d'une information, mais le patient ne va pas pouvoir forcément toujours s'en saisir pour lui derrière soit réaliser quelque chose, soit continuer son chemin en se servant de l'information qui s'est révélée à lui pendant la séance. Et en fait, je traite beaucoup je travaille à Nantes et je travaille beaucoup avec des gens qui font du yoga. Voilà, j'ai un réseau autour de pratiques corporelles comme celle-ci. J'ai traité pas mal de gens qui travaillent beaucoup sur eux. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ces personnes qui avaient beaucoup cheminé et qui avaient développé une sensibilité très fine de leur ressenti, et ben en fait, on était capable de ressentir exactement les mêmes choses au même moment. Et du coup, s'ensuit une possibilité, c'est une porte qui s'ouvre et s'ensuit une possibilité de cheminement à travers ça, des fois qui peut aller dans les échanges verbaux pendant ou après la séance, qui peut être beaucoup, beaucoup plus riche pour la personne, beaucoup plus nourrissant et qui peut réussir à clarifier ce qui s'est joué pendant la séance de façon beaucoup plus profonde. Et donc, du coup, plus le patient, lui, va avoir accès à ce ressenti corporel, plus aussi il va pouvoir cheminer après la séance. En tous les cas, c'est ce que moi, j'ai pu observer dans les différentes consultations. Et l'interoception et la capacité de se ressentir, elle va avec un concept opposé qui s'appelle la dissociation. C'est quand on a dû mettre en place, en fait, des stratégies pour fuir de soi et se protéger des traumatismes. Mais ça, je vais y revenir après. Alors, j'ai mis une partie, mais je vais la passer. Il y a eu toute une chronologie, en fait, dans la façon, sur les recherches qui ont été réalisées sur les émotions et le corps, qui sont passées, en fait, d'un modèle où c'était cerveau dominant et puis le corps n'avait rien à voir là-dedans. Et progressivement, au cours des années, la place du corps dans le vécu des émotions est devenue de plus en plus prépondérante, notamment avec Antonio Damasio et Candice Pert, qui sont des scientifiques américains et qui ont montré en fait ils ont montré à travers la physiologie et le fonctionnement du système nerveux que la place du corps est essentielle dans le vécu des émotions. Donc il y a tout un ensemble de théories. Si quelqu'un est intéressé, je pourrais transmettre par mail après. Mais, donc, ce qui est important de préciser, c'est quelle est la place des émotions. Et dans les émotions, il y a cette possibilité, du coup, c'est notre capacité à être relié à notre environnement et du coup, à travers notre fonctionnement unique, à interagir entre ce milieu intérieur et le milieu extérieur. Et Alexander Lowen disait les sentiments proviennent de mouvements spontanés du corps à se relier à l'environnement ou à se fermer à lui. Est-ce que la situation que je suis en train de vivre
me permet de m'ouvrir ou, en tous les cas, ou au contraire, je dois m'en protéger. Et on retrouve ici ce mouvement d'expansion, rétraction. Comment je m'ouvre, comment je me ferme. Pas dans un mouvement rythmique, mais dans un mouvement spontané et involontaire du corps. Juste en petite synthèse sur les émotions, il y a des émotions qui sont primaires, donc je ne vais pas toutes les lister, mais celles qui sont primaires, moi j'appelle ça la vertu. La vertu de la colère, c'est de permettre de faire respecter notre morale et de fixer des limites. Donc ça, c'est un mouvement qui va repousser, qui va permettre à la personne de retrouver son espace de fonctionnement. C'est vraiment important dans certaines situations. La tristesse, elle nous aide à lâcher nos attachements à une chose, une personne ou une histoire. En général, c'est un mouvement descendant. On est effondré par la tristesse. Il y a un mouvement qui descend. La peur nous prépare face au danger, réel ou imaginaire, et elle se manifeste pour rendre possible la mobilisation de nos ressources physiques et ou psychologiques. C'est un mouvement de recul ou un figement si on est submergé. Le plaisir et la joie sont utiles pour aller vers nos buts, c'est ce qui nous fait avancer. Donc là, il y a un mouvement plutôt un élan intérieur vers un mouvement, vers un mouvement créatif. Donc la capacité à ressentir les émotions et à les exprimer, ça va être d'une grande force pour nous adapter et nous réguler vis-à-vis de l'environnement. Et comme je dis, l'importance de se sentir est primordiale pour pouvoir rentrer en contact avec ces relations et puis leur donner l'espace nécessaire pour se manifester au monde. En fait, normalement, une émotion, c'est une sensation qui est en mouvement dans le corps, mais en mouvement libre. Elle va cheminer dans le corps jusqu'à trouver son chemin d'expression. Le problème, c'est que si à un moment, le corps a dû se fermer pour se protéger, et ce mouvement corporel, ce mouvement intérieur, il va être bloqué. Et on va perdre la capacité parfois à vivre, à ressentir ou à exprimer une émotion. Et là, c'est tout un mouvement il y a une cristallisation progressive avec les expériences qui va petit à petit fermer le corps. Donc ça, pour ça, il est important de comprendre ce qui joue dans le traumatisme émotionnel, la blessure émotionnelle ou le stress. Donc le traumatisme, c'est la survenue d'un événement qui d'origine physique, on décrit beaucoup ça en ostéopathie, ou psychologique, qui dépasse la capacité du corps à retrouver seul son équilibre. Donc il y a une expérience et le corps n'arrive pas à retrouver l'équilibre avant l'expérience. C'est un processus qui nécessite un temps d'accueil et de récupération afin de permettre la régulation par le corps. Il y a toute cette notion de tempo et de temporalité pour permettre de retrouver un équilibre après l'expérience. Ce traumatisme, en fait, il peut être soit un événement majeur, donc c'est un événement qui est déterminé dans le temps, identifiable très facilement, et là, souvent, si l'expérience dépasse la capacité du corps à réguler, du coup, il va y avoir un figement qui va se mettre en place. Soit ça peut être une accumulation d'expériences répétées dans le temps. Ça peut être soit dans l'enfance, avec des modèles éducatifs particuliers, soit dans la vie adulte avec des situations professionnelles, des pressions particulières que peut vivre une personne dans sa relation. Alors, c'est vrai qu'au travail, on va particulièrement le vivre, mais ça peut être en cas de confinement dans une relation de couple. C'est déjà mal, et puis de façon répétée, c'est pas forcément des coups, c'est pas forcément, mais ça peut être des petites choses qui progressivement viennent attaquer petit à petit, tous les jours, insidieusement, et qui vont finir par laisser chez la personne une empreinte et une protection à l'intérieur du corps. Peter Levine, que j'aime beaucoup, qui a été un auteur qui a développé une thérapie qui s'appelle la somatic experiencing et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Réveiller le tigre, qui m'a particulièrement marqué dans ce cheminement. Il dit le traumatisme n'est pas l'événement lui-même, n'est pas dans l'événement lui-même, mais dans le système nerveux de celui qui l'a subi. En fait, c'est la façon dont c'est notre capacité à aux événements qui va déterminer
la façon dont l'empreinte va se mettre dans le corps. Et ça, là-dessus, on n'a pas tous la même capacité. C'est-à-dire qu'on va, on va avoir développé, on a des capacités inhérentes et puis on a développé des ressources parfois aussi dans l'enfance et la vie qui vont nous permettre plus ou moins de nous réguler face à une situation stressante. Et ça, on n'est pas tous égaux là-dessus. Ça se développe, ça se travaille, ça se guérit, mais à la base, on n'est pas tous égaux. Et c'est dans cette capacité à réagir aussi à cette force intérieure, si on peut dire, ou qu'on va plus ou moins engrammer une expérience, que cette même expérience vécue par plusieurs personnes ne va pas avoir le même impact sur la physiologie. Et lui, en fait, pour baser sa théorie, il avait observé les animaux, et il avait notamment observé les animaux dans la savane, et il avait remarqué que si un guépard poursuit chasse une gazelle, la gazelle, dans ses stratégies, pour se protéger, elle va avoir deux options. La fuite ou le combat. Le combat, ce n'est pas possible parce que l'animal en face est plus fort, donc elle va choisir la fuite. Donc elle va décharger l'énergie du stress dans le mouvement. Quand elle est rattrapée et qu'elle risque d'être mangée, il lui reste une dernière option, c'est le figement. Le figement, c'est faire croire au prédateur que je suis une bête morte et que du coup, je risque d'échapper à cette situation. C'est vraiment des fonctionnements qui sont instinctuels très profonds, parce que le prédateur ne mangera pas une bête morte, déjà morte. Donc la gazelle va se figer en dernier recours. Et ce qui va se passer, c'est que si la gazelle échappe, elle va redécharger l'énergie de son stress dans le mouvement. Et donc, du coup, elle va pouvoir se réguler à travers le mouvement. Le problème aujourd'hui, chez l'être humain, chez l'homme, c'est qu'en fait, on a plein de stress, on a une place du mental qui est très forte, qui va verrouiller certains schémas et qui ne va pas permettre à la spontanéité du corps, soit parce que les circonstances ne le permettent pas, soit parce qu'on a des interdits intérieurs, de remettre en mouvement ce stress pour pouvoir retrouver un état d'équilibre. Et du coup, on va enquister les choses, on va les garder et on va créer une compression en soi. Il y a quelque chose qui va se fermer. Donc, c'est ça aussi l'idée du ressenti corporel, c'est de ressentir à l'intérieur de soi ce qui serait le plus juste à mettre en place comme mouvement pour pouvoir aider à se réguler. Après, il y a tout, on pourrait partir, il y a toutes des théories aussi sur l'enfant. Je me suis beaucoup intéressé à ce qu'on appelle la psychologie pré-périnatale. Donc, c'est la façon dont on vit les conditions intra-utérines et la naissance, comment ça nous impacte dans notre construction future, psychique. Je traite beaucoup de bébés, moi, qui ont des impacts. Je retrouve beaucoup chez des bébés des empreintes de traumatisme, de choses qui ont perturbé leur fonctionnement, leur état d'être, et qui ont laissé une empreinte telle qu'ils vont manifester par des pleurs excessifs, alors si ça peut être un petit peu plus grand, des fois ça peut être par des colères qui sont pleines de feu, qui les submergent en tous les cas. Et tout ça, on peut vraiment retrouver la cause à différents niveaux. Donc, il y a l'enfance, l'éducation, mais aussi parfois bien plus tôt. Et aux États-Unis, ils ont fait beaucoup de recherches là-dessus. États-Unis, Angleterre, sur la psychologie pré-périnatale et comment ces événements de vie vont nous impacter. Ça, c'est voilà, des choses aussi sur lesquelles il est possible de discuter. Je vais avancer, mais ça, cette base, en fait, c'est une conférence que j'avais donnée il y a 2 ans et que j'avais donnée à un public des non-thérapeutes. Et ça durait 3 heures. Donc là, dans l'heure, j'ai synthétisé au max, je regarde l'heure et j'aimerais vraiment qu'on ait un petit temps d'échange. Donc je vais avancer là-dessus, mais si certains après veulent en rediscuter par mail ou par téléphone, tout à fait possible. Alors, je voudrais terminer sur la place de l'ostéopathie dans tout ça, parce que
on est tous amenés en fait à ressentir, à rentrer en relation avec ce type de besoin. Et en fait, déjà, moi, je pars du principe que restreint sous la rétention, la santé, elle est toujours présente. Il y a toujours ce potentiel d'harmonie, il y a toujours ce potentiel de beauté, il y a toujours ce potentiel de force intérieure. C'est toujours là. C'est juste étouffé par l'expérience. Plus tôt elle s'est mise en place, plus tôt la personne a été coupée de ça. Et plutôt aussi, elle s'est identifiée à son adaptation, ce qui est un danger aussi dans le cheminement, parce que parfois, on fonctionne d'une façon depuis tellement longtemps qu'on croit que c'est nous. Mais en fait, ça n'est pas nous, c'est juste l'adaptation qu'on a dû mettre en place depuis longtemps. Et c'est comment, moi dans ma consultation, c'est ok, je te vois, alors c'est pas verbal, mais je te vois dans ton adaptation, je te vois dans ta souffrance, mais je te vois aussi dans ta beauté, je te vois dans ta santé. Et garder ces deux perspectives dans le champ perceptuel. Alors, ce qui me paraît, moi, primordial pour prendre en charge ce type de besoin, et de toute façon, quel que soit le type de besoin, c'est la notion de service. Quand on va rentrer en relation avec ce type de rétention, moi, je me posais toujours la question, quelle est ma capacité à être présent à la sensation d'être au service de. Parce qu'en fait, quand on commence à travailler avec les émotions, en fait, il y a plein de choses qui vont résonner en nous. Et du coup, on peut interagir avec le blocage ou la tension, teinté par son propre monde. Et du coup, il est vraiment important de développer une capacité à être neutre, au service du patient, pour respecter son tempo, pour respecter là où il en est, et puis pour pouvoir le soutenir dans son processus, mais à son rythme à lui. Et du coup, j'avais une discussion très intéressante avec un ostéopathe américain qui s'appelle Donald Hankinson, et on discutait en fait sur la notion de technique directe et technique indirecte. Et lui, il avait une vision que je trouve brillante en fait. Il disait, selon moi, la définition qu'on donne aux techniques directes et aux techniques indirectes, elle est peut-être à reposer. C'est-à-dire que pour lui, ça serait plus juste de dire qu'une technique directe, c'est une technique depuis l'ego du thérapeute. L'ego, c'est une technique qui serait imposée par le choix du thérapeute, mais coupée d'une relation ou d'une résonance avec la plus grande profondeur du patient. Et une technique indirecte, ça serait une technique qui serait au service. Alors c'est subtil, mais ça me paraît assez juste. Et avec cette perception, on peut revoir les différentes techniques en ostéopathie. Et par exemple, même sur des techniques qu'on dit nous directes, même une technique structurelle, on pourrait dire qu'une technique structurelle, ça peut être une technique qui impose. Alors, plutôt les techniques directes que techniques structurelles, mais ça pourrait être une technique qui impose, si elle est faite depuis l'ego, ou c'est une technique qui propose, si elle est faite au service de. Et sur toutes les techniques comme ça, les grandes familles de techniques, entre guillemets, cette notion de qualité de présence et de service, elle me paraît, moi, importante pour respecter le tempo, le besoin, le rythme du patient. Donc, il y a ces techniques directes, il y a les techniques fonctionnelles. Alors, les techniques fonctionnelles, dans ce modèle-là, moi, je verrais quelque chose comme si le patient il était serré dans son empreinte et qu'il était trop à l'étroit pour trouver une solution et qu'on allait juste lui proposer un peu plus d'espace, un peu plus de liberté pour que lui puisse retrouver son expression, sa capacité d'expression et retrouver son équilibre. Il y a les techniques tissulaires de décharge ou de libération des rétentions. C'est des techniques qui sont intéressantes pour permettre aux patients de prendre conscience et puis décharger. Juste qui est montré maintenant dans l'évolution des thérapies psychocorporelles que ce processus qu'on appelle la catharsis,
il faut y faire attention parce que parfois, ça peut retraumatiser une personne. Si la décharge émotionnelle est vraiment trop importante, parfois la personne peut remettre en place une stratégie de protection parce qu'il va se sentir submergé et il y a une forme de peur qui revient par-dessus. Donc, il faut être aussi vigilant et il y a toute une raison de tempo qui est importante pour s'adapter aux besoins et au rythme du patient. Et en approche biodynamique, alors il y a cette notion de voir le schéma résiduel et puis de santé. C'est un outil que j'utilise beaucoup, mais qui va souvent nécessiter aussi que la puissance intérieure soit suffisante pour pouvoir permettre au système de basculer vers un autre état d'équilibre. Donc il y a cette notion de potency qui est vraiment importante et de puissance du feu intérieur. Alors, les limites de l'ostéopathie que j'ai pu observer. La liste est non exhaustive. C'est le manque de formation en psychopathologie, manque de formation sur les typologies de caractère et sur le positionnement thérapeutique. Il y a le fait qu'une fois l'empreinte libérée, est-ce qu'on est sûr d'avoir libéré la cause? Parfois, il y a des processus psychiques qui sont vraiment des processus psychiques, des croyances ou des peurs qui sont vraiment implantées chez la personne et qui vont réentretenir un problème. Donc, parfois, il est nécessaire d'être accompagné d'autres thérapeutiques pour pouvoir prendre le relais et aller un peu plus loin si ça correspond au rythme de la personne et à ses besoins. Il y a aussi le fait que les patients, ils viennent voir un ostéopathe. Alors peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont cette expérience, et avec cette relation en tête, en fait, consciemment ou inconsciemment, ils nous présentent ce qu'ils estiment être du ressort de l'ostéopathie. Donc souvent des choses qui vont être mécaniques. Et ils vont se limiter dans l'expression de leur histoire traumatique, ce qui peut parfois être un point d'appui pour cheminer. Et tout ça aussi, c'est lié, ma femme est psychothérapeute. Et du coup, à force de discuter, on s'est rendu compte vraiment de ça, que les gens présentaient à un ostéopathe quelque chose de différent à un psychothérapeute. Et du coup, à partir de ce qu'ils vont nous présenter, on va pouvoir cheminer avec ce qui est présenté et parfois pas aller dans certaines directions, et ce qui peut être une limite au cheminement intérieur. Il y a une autre chose, c'est que changer profondément, ça prend du temps. Et qu'en ostéopathie, rares sont les patients qui nous laissent beaucoup de temps. En fait, on est censé, en tous les cas, il y a une forme d'exigence à certains résultats rapides. Et du coup, les séances sont... Parfois, certains patients laissent du temps, mais dans la majorité, il y a quand même une notion de temps qui est assez restreinte et que ce qui est très différent dans la psychothérapie, parce que quand on se lance dans une psychothérapie, on sait que c'est un processus qui va être long et on laisse ce temps pour pouvoir cheminer. Et l'autre limite pour moi, c'est que quand il y a eu une libération, il y a plus ou moins la possibilité, ça va dans cette continuité de ce que je disais, de suivi pour accompagner et voir quel nouvel état d'équilibre la personne rencontre et l'accompagner dans ce cheminement. Et du coup, j'ai essayé de lister la complémentarité avec d'autres approches. Donc la première, c'est la psychothérapie. Et moi, j'ai vraiment un penchant pour les psychothérapies corporelles parce qu'elles permettent de réintégrer le ressenti intérieur. Et en fait, il y a différentes recherches qui ont montré que c'était essentiel en fait, pour guérir, c'est de pouvoir intégrer ce ressenti corporel, le ressenti des émotions, l'expression et l'expression. Donc ça, c'est vraiment, vraiment primordial. Donc l'appui des psychothérapies et corporelles et l'attention aux sensations, pour moi, me paraît vraiment important. Ça permet, ces psychothérapies, en fait, elles vont permettre de mettre de la conscience sur son processus et de redevenir acteur de son cheminement intérieur. Ils permettent de se nourrir du point d'appui de l'histoire pour délier des mécanismes de fonctionnement psychique qui entretiennent des empreintes physiques. C'est apprendre à ressentir et à trouver un chemin d'expression verbale et ou corporelle. C'est apprendre à mieux tolérer l'émotion en l'incorporant dans un contenant plus grand, apprendre à mieux tolérer ses émotions. La place de la peur, d'être submergé et le souvenir que ça a été intolérable. Alors ça, c'est particulièrement dans le traumatisme. Et puis, il y a tout un travail sur l'enfant intérieur aussi qui est possible et qui nourrit souvent le cheminement. La méditation, qui permet de développer une capacité à observer ce qui est, à être avec ce qui est sans réagir.
La limite de la méditation, c'est vraiment quand la tolérance aux sensations est trop difficile, ou des personnes qui sont vraiment trop montées dans le mental et pour qui le retour dans le corps est vraiment trop difficile. Donc, elles vont essayer, mais ça va être juste une rumination, et puis elles vont finir par se décourager parce que ça leur paraît inaccessible, quoi. Et donc là, la psychothérapie est importante pour progressivement les aider à revenir dans leur corps. Et puis toutes les pratiques corporelles en conscience qui permettent de revenir en contact avec ce corps sensible, avec certaines zones de tension, de recontacter de la capacité au mouvement, d'apprendre à sentir l'énergie et à la faire circuler de nouveau, de retrouver une unité corporelle, d'apprendre que les sensations vont et viennent, toute la notion d'impermanence, et de retrouver une plus grande amplitude respiratoire, parce que le diaphragme, c'est une zone qui va être particulièrement affectée par les protections intérieures du fait de sa relation à l'expression des émotions et sa fluctuation et la fluctuation de la fréquence respiratoire en fonction du vécu émotionnel. Voilà, j'avais listé quelques livres intéressants, quelques lectures intéressantes. Il y avait le livre de Eugene Gendlin qui s'appelle Focusing. Il y avait le livre de Réveiller le tigre de Peter Levine. Il y a le livre de Durkheim Ara. J'avais mis Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Et puis les livres sur la psychologie biodynamique que je trouve particulièrement intéressants. Voilà, c'était rapide. J'espère que ça a été possible d'accueillir tout ça. Voilà, donc si maintenant certains souhaitent réagir ou proposer leur expérience, voilà, je serais très curieux d'avoir votre retour. Alors déjà, juste une toute petite question. Est-ce que les livres que tu conseilles, tu pourrais en faire une liste? Parce qu'il y a enfin, tu t'es passé un peu vite et surtout la plupart des auteurs, j'ai absolument aucune idée de comment ça s'écrit. Ouais, et Donc ben j'enverrai un mail à Philippe via la impeccable. SEO et puis du coup, il vous transmettra. Super, merci beaucoup. Voilà. Ouais, ce sera plus facile. Parce que c'est voilà, moi, ce que tu as dit m'a beaucoup intéressée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à approfondir et je pense que commencer par les livres que tu conseilles, ça peut être déjà un bon début. Exactement. Et deuxième question, Laurent, donc du coup, est-ce que tu t'as bien enregistré? Ça a fonctionné ou pas? Oui, Ok, parce que du coup, nous, ça a bugué. Est-ce que tu pourras nous envoyer l'enregistrement? J'ai oui, enregistré de mon côté et ça a Ah pas bon, buggé de mon côté, donc au pire, je l'ai. super. ok, ok. Bon, bah, parfait. Moi, je voulais juste remercier Laurent quand même Ouais. d'avoir pris du temps à lui pour nous. Merci beaucoup. Ouais, et ben, tu vois, ah ben, merci Romain, parce que quand j'avais commencé la présentation de ce que j'avais en tête, la première chose que je voulais dire, c'était vous remercier vous aussi. Moi, je les zappé. Donc, je te remercie Romain de me tendre la perche parce que c'est chouette, c'est une bonne opportunité. Bon, les Zoom permet ça. Ouais. Et j'ai vraiment à cœur de partager. Je donne des conférences depuis quelques années maintenant que j'aime bien vulgariser. Et là, c'est la première fois que j'ai la possibilité de partager avec des ostéopathes comme ça, avec plusieurs ostéopathes d'un coup. Donc c'est chouette, j'adore ça. Et là, sur une heure, je ne vous cache pas que c'est un peu dense pour moi, mais c'est déjà une première approche et je suis ravi de cette opportunité. Donc merci Romain, merci Philippe, merci toute l'équipe, c'est cool. Ah non, merci à toi. Merci à toi. Moi, j'ai deux petites remarques pour aller dans ton sens, pour apporter des précisions. Là, au début, tu parles de la compression qui est délétère pour le corps. Alors là, oui, parce que ça crée un symptôme, mais c'était juste une précision, parce que je sais que tu sais ça aussi bien que moi, que la compression, en fait, bah, c'est l'expression du mécanisme de l'équilibre du corps à l'instant présent maintenant. Tu acquiesces, ouais, voilà, ouais. C'est-à-dire que cette compression, elle crée un symptôme, mais du coup, c'est comme ça qu'a choisi le corps pour retrouver un équilibre qu'il avait perdu lors du traumatisme psychique ou émotionnel ou n'importe quelle autre chose. Ouais. C'est important de le préciser. En fait,
il y a vraiment une intelligence à l'intérieur qui sait quelle est la meilleure stratégie à un instant donné pour préserver l'équilibre. Et en fait, si la protection, à cet instant-là, c'est le meilleur choix, eh ben, il n'y a pas de question à poser. Et c'est important, je te remercie Romain, parce que en fait, ce qui va être délétère, c'est que le corps va s'épuiser à fonctionner avec cette compression. C'est qu'à un instant donné, c'est le meilleur choix. Ça peut devenir une protection, mais qui va devenir une prison dorée avec le temps. Soit qui va épuiser le système physique, soit qui va épuiser le système psychique, ou les deux. Et c'est là où ça devient délétère, et c'est souvent là que les gens commencent à bouger, c'est quand la balance... Il y a une attitude de respect pour moi à avoir vis-à-vis de cette compression, parce que si on veut aller contre, on peut aussi parfois, avec son attitude et son intention, renforcer la protection. Et par contre, s'il y a une attitude de respect et de soutien, il y a quelque chose qui reconnaît l'intelligence de vie, qui reconnaît que cette compression, elle s'est mise en place grâce à l'intelligence de vie. Et ça aide parfois à libérer certains processus, parce qu'il y a un accueil de ce qui est de l'organisation sous-jacente intelligente qui s'est mise en place, quoi. Donc ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Romain. Et puis dans ce que tu viens de dire là, que justement la force de, parce que c'est puissant une compression, la force de libération de la compression, elle est à l'intérieur en profondeur de cette même compression. Ouais. Mmh. Mmh. Donc, et du coup, que ça soit physique ou émotionnel. Oui. Il faut aller chercher à l'intérieur de tout ça. Et justement, ouais, ce que tu disais, le respect et aller trouver à l'intérieur de cette compression. Et en allant écouter avec respect, écouter avec ses mains, avec respect la compression, elle va se libérer d'elle-même parce qu'il y a la puissance ou c'est ça tout seul. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, en développant une certaine sensibilité, en fait, il est même possible de rentrer en relation avec la qualité du potentiel qui est en dessous. C'est-à-dire que parfois, ce qui va être en dessous, alors ça va être, il va y avoir une notion d'espace mécanique, mais il va y avoir de la force intérieure, il va y avoir de l'amour, il va y avoir, il y a une qualité qui appartient et qui va être teintée par ce dont le potentiel de l'être qui a été perdu à un instant donné, hein, dont la personne a dû se couper, ça va toujours être en dessous. Et parfois, on peut même être amené à le reconnaître. On peut même reconnaître la qualité de ce qui est en dessous. Et ça va nourrir du coup, ça va nourrir l'être dans son fonctionnement global. Eh ben oui. Et du coup, là, pour aller encore, tu parlais d'interoception, là, ça rejoint le patient, plus il s'écoute lui-même, tu disais, donc les patients qui ont une pratique corporelle ou méditative ou ça, reconnaissent, ont l'habitude de l'interoception et du coup, dans le traitement ostéopathique, ils reconnaissent ce que le thérapeute fait et du coup, il y a une libération, je ne sais pas comment tu as dit, mais que du coup, c'était plus facile. J'avais l'impression que tu disais que c'était un peu plus facile dans ça quand les patients étaient déjà pratiquants, entre guillemets. Et juste pour teinter ça un petit peu, c'est-à-dire que parfois, quand tu traites des patients qui sont complètement profanes, et surtout en biodynamique, on ne parle pas souvent dans les consultations, et donc tu essaies du vas le plus en profondeur possible. Et du coup, le patient, ce qu'il va dire, il va dire genre, mais je ne sais pas du tout ce que vous avez fait, je n'ai pas compris, mais ça a complètement changé ma vie ou ça a complètement changé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a aussi les deux. Les gens, ils sont comme c'est pas, ils l'ont pas acquis, ils ont pas l'expérience de ça, mais ils ont touché un truc grâce à toi ou grâce aux praticiens, et il s'est passé quelque chose sans ils l'aient compris ou manifesté. Oui, ça arrive. Ouais, c'est très vrai. Et-
Mais en tous les cas, si, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis ouvert et je prends du plaisir aux échanges et au partage. Et c'est une dynamique qui peut se poursuivre voilà, par mail, par je sais pas quoi, par n'importe quel moyen qui sera bon pour vous, sur n'importe quoi, sur de la biblio, sur partager des informations, voilà. Cette présentation, elle peut aussi avoir cette vertu-là et sentez-vous les bienvenus pour partager.